je me suis intéressé à différentes périodes du Parti communiste, puisque vous savez que le Parti communiste n'est pas un ensemble homogène à travers son histoire, il est traversé de différents cycles, de différentes périodes. On a une période, une des premières périodes sur laquelle je me suis penché, c'est la période de la bolchevisation. Et à cette époque-là, alors malgré tout toutes les critiques qui ont pu être formulées en disant que c'est une période rigide, sectaire, il ne se passe pas grand-chose, ce qu'on appelle le temps long en histoire. Voilà, il y a une période de 1924 jusqu'à 1934-36 où l'histoire du Parti communiste est moins intéressante. Ceci dit, il y a des militants qui sont en pleine réflexion. Ils ont lancé une revue qui s'appelle Les Cahiers du bolchevisme. Et dans ces cahiers, en 1930, et vous savez... je pense que vous savez tous qu'au Parti communiste, il y a toujours un intérêt sur les dates historiques pour commémorer Gabriel Péry, Guy Môquet, on fête des anniversaires. Voilà. L'histoire du Parti communiste, c'est aussi ça, ce sont toujours des rappels historiques qui sont sans cesse formulés et rappelés. Et en 1930, la façon dont les militants de l'époque, les dirigeants, puisqu'il y a André Ferrat et d'autres personnes qui écrivent l'histoire du Parti communiste, 10 ans après, eh bien, l'approche qu'ils ont est une approche où ils donnent un caractère collectif à la naissance du Parti communiste et où ce qu'on appelait la tendance de gauche, la gauche socialiste ou la tendance pro-communiste, on va appeler ça de son nom, le comité de la Troisième Internationale, eh bien, ce comité de la Troisième Internationale, tous ces militants organisés localement et nationalement, sont mis en vedette, sont les personnages principaux de la création du Parti communiste. Et Marcel Cachin, qui lui mène campagne à partir d'août 1920, eh bien il est évoqué dans les textes, dans les cahiers du bolchevisme, mais mis en second. C'est un militant, on reconnaît qu'il a apporté un certain nombre de voix, de mandats au moment du congrès de Tours, mais il n'est pas encore à l'époque le personnage central dans la naissance du Parti communiste. Alors ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs à cette époque-là, c'est qu'il y a deux sensibilités qui s'expriment. D'ailleurs c'est assez étonnant. C'est que vous avez le journal L'Humanité qui fait toute une série d'articles. Il doit y avoir 10 articles entre décembre 1930 et janvier 1931, où Daniel Renou, qui est un ancien militant pacifiste modéré, qui prend la plume et qui va expliquer à sa façon comment le Parti communiste a été créé. Et la façon la description qu'il donne ne correspond pas à celle des cahiers du bolchevisme. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir que les références politiques de Daniel Renou, qui est un ancien pacifiste modéré, et les cahiers du bolchevisme, où on a des militants comme André Marty, qui sont sur une ligne, on va dire, c'est pas un beau mot, c'est dur, mais en même temps, ils sont très ancrés dans l'idée de la révolution, très dans l'idée de la lutte des classes. Et bien ces militants-là ont une vision différente de ce que raconte le journal L'Humanité. Et on a une seconde période, donc ça c'est la période de la bolchevisation. Il y a deux sensibilités, voilà, à la direction des journaux. Il y a une équidistance d'ailleurs qui est donnée, parce que déjà à l'époque, il y avait une certaine érosion de la réalité historique du moment du congrès de Tours, de 1919-1920, où il y a déjà des noms qui disparaissent. Alors quelqu'un qui a été très critiqué après son exclusion, qui s'appelle Boris Souvarine, ce nom-là disparaît. Il y a un autre fondateur du Parti communiste, Fernand Loriot, qui est reconnu comme un des principaux fondateur du Parti communiste. Ce militant-là est très critiqué. Alors, il est à la fois salué et critiqué. Il est reconnu comme un des fondateurs. En même temps, c'est un social-démocrate. Il est social-démocrate, pourquoi? Parce qu'il est trotskiste. Voilà. Il est qualifié de trotskiste. Lui-même, d'ailleurs, dans la réalité politique de sa trajectoire, ne ralliera jamais Trotsky dans les démarches qu'il va entreprendre au niveau international. Et puis, après cette période de bolchevisation, on a une autre période où le Parti communiste présente la naissance du Parti communiste de façon différente. Et c'est quelque chose d'assez curieux, c'est à une date qui ne correspond à aucune date anniversaire. Sauf que c'est une date qui est très importante dans l'histoire du Parti communiste, c'est 1936. Et en 1936, il y a une réécriture de l'histoire du Parti communiste par rapport à ce qui avait été dit en 1930 dans les cahiers du bolchevisme, où un certain Jean Fréville prend la plume, et va
faire une description de l'histoire du Parti communiste qui revalorise, remet en avant de façon très nette et très conséquente un militant dont tu parlais tout à l'heure, qui est Marcel Cachin. Et quand on regarde dans le détail, alors c'est de l'analyse de discours, mais quand on regarde le détail de la façon dont ils écrivaient à l'époque, en 1936, l'histoire du Parti communiste, dans les cahiers du bolchevisme par Jean Fréville, eh bien, il y a un mélange, un entrelacement des références politiques, à la fois de ceux qui sont issus de ce courant pacifiste modéré, Daniel Renoux, auquel s'est associé tardivement Marcel Cachin, avec le courant pacifiste, mais il faudrait d'ailleurs creuser cette question du pacifisme du Comité pour la reprise des relations internationales, qui va naître en 1915 pour rassembler les pacifistes et puis renouer avec l'esprit de l'internationalisme. Eh bien, ce courant qu'on va appeler révolutionnaire est émondé. Un exemple parmi d'autres, la date de départ de la campagne pour l'adhésion à la Troisième Internationale. Eh bien, on dit, quand on est dans le courant révolutionnaire, que ça commence dès la naissance de la Troisième Internationale, mars 1919. Vous avez déjà des militants à travers la France, pas très nombreux, mais ils existent, qui appellent à rejoindre la Troisième Internationale. Un congrès du Parti Socialiste d'avril 1919, il y a une motion qui est déposée, qui reçoit 270 mandats, présentée par Fernand Loriot, et qui appelle à la rejoindre la Troisième Internationale. On a le congrès de Strasbourg, février 1920, du Parti Socialiste, qui appelle aussi à rejoindre la Troisième Internationale. Il y a une motion qui est encore déposée par Fernand Loriot. Là, il est avec Raymond Lefebvre, Paul Vaillant-Couturier, l'avocat. Les centristes, eux, à ce moment-là, ils ne sont pas ces militants pacifistes modérés qui sont étiquetés notamment par Lénine de centristes, parce qu'ils sont entre réforme et révolution, ils sont ce qu'on appelle un groupe intermédiaire, où ils ont une phraséologie révolutionnaire, mais dans la réalité, ils sont dans un réformisme le plus pur. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1936, la référence au courant révolutionnaire à la date de la campagne d'adhésion pour créer le Parti communiste, alors, qui est mars-avril 1919, eh bien, on va se caler sur le début de la campagne du groupe centriste qui va se détacher de cette grande masse de cadres dirigeants nationaux ou intermédiaires pour dire, ben voilà, la campagne, ça commence avec le retour de Frossard et Cachin qui ont été en Russie à partir de juin 1920, qui sont revenus et qui rendent compte de leur voyage. Et donc c'est le meeting au Cirque de Paris le 13 août 1920. Et les cahiers du bolchevisme vont complètement émonder la référence à toute la campagne qui précède le mois d'août 1920. Ce qui fait, c'est que la campagne d'adhésion à la Troisième Internationale, c'est août 1920 jusqu'à décembre 1920. Voilà, c'est une petite campagne qui en fait n'a duré que quelques mois, alors que des militants depuis 1 an et demi étaient déjà en train de se mobiliser pour créer le Parti communiste en France. Et puis on a une période, alors ça, cette période de la stalinisation, où Marcel Cachin est beaucoup remis en avant, c'est une période qui va s'écouler jusqu'à la fin des années 60, où on va arriver, d'ailleurs le pic de la caricature du stalinisme, c'est les cahiers non plus du bolchevisme mais du communisme en 1950, où toute la référence à des pratiques collectives de militantisme sur le terrain pour dire voilà, il faut qu'on s'organise dans les fédérations, dans les sections, dans les départements pour batailler, faire diffuser des informations, des tracts, des journaux pour dire voilà pourquoi avec des arguments, il faut adhérer à la Troisième Internationale. Toute cette référence-là est gommée. Les cahiers du communisme évacuent complètement la référence à une action collective pour la concentrer sur quelques personnages, quelques dirigeants nationaux derrière lesquels, spontanément, les larges masses socialistes se seraient regroupées pour naturellement arriver au congrès de Tours avec une position majoritaire au moment du fameux congrès. Alors, ça c'est cette période qui est très caricaturale. Jean Fréville, qui va avoir la mainmise d'ailleurs sur l'histoire du Parti communiste, sur l'écriture, hein, on va le retrouver sur Fils du peuple, puisque c'est l'auteur officieux de l'autobiographie de Maurice Thorez, qui va avoir plusieurs publications. Jean Fréville, on va le retrouver aussi sur un ouvrage qui va être publié 3 fois, en 1950, 1960 et 1970, La nuit finit à Tours,
qui commence par la phrase suivante, hommage à Marcel Cachin, pionnier du communisme français. Et le stalinisme va avoir un point important sur la représentation qu'on a de comment on construit un parti communiste, où on se met derrière des hommes. C'est un peu l'idée d'ailleurs qui fait référence au culte de la personnalité. Voilà, il suffit d'être derrière certains grands hommes, on les suit et on va arriver au communisme, au socialisme et au communisme. Et toute la complexité de l'histoire militante sur le terrain va disparaître. Tout est lissé pour faire quelque chose de très aplani et de très simple. Et à la fin des années 60, il y a un certain nombre d'historiens du Parti communiste, entre autres, qui vont vouloir rompre avec cette pratique d'une écriture partisane de l'histoire du Parti communiste, et qui vont entamer toute une série de recherches. On va voir Claude Villard qui, par exemple, dit en 1970 nous connaissons encore mal, par exemple, l'audience de ce fameux comité de la Troisième Internationale, dont certains militants encore parlent. Jacques Duclos était membre du comité de la Troisième Internationale, Maurice Thorez, Florimond Bonte, et ces militants sont encore présents dans les années 60-70. Jacques Duclos meurt en 1975. Voilà. Et des militants, donc, autour de Jacques Giraud notamment, vont faire un livre qui va être un livre de rupture dans la façon dont les historiens communistes vont écrire l'histoire de leur propre parti, avec l'édition critique du Congrès de Tours en 1980. Voilà, donc pour les 60 ans du Parti communiste. Et on va avoir là un début de recherche sérieuse sur qui a dit quoi, qui a fait quoi, et qui a vraiment été, quel a été le poids des uns et des autres. Et dans cette édition critique du Congrès de Tours, c'est extrêmement intéressant, puisque on va avoir pour la première fois, une des premières fois, des références à l'activité des tendances. Alors je sais que dans la culture communiste, ce n'est pas quelque chose qui est entendable, parce qu'on associe souvent le droit de tendance au Parti socialiste, à la social-démocratie. Ceci dit, on se rend mal compte justement parce que le stalinisme a été une chape de plomb avec des verrous et des tabous, qu'on ne peut pas comprendre comment le Congrès de Tours s'est fait, comment tout ça s'est noué. Parce qu'à l'époque, l'activité de tendance était extrêmement importante, extrêmement importante. Vous aviez la tendance, on va dire, de droite réformiste avec la vie socialiste et Pierre Renaudel, qui était le rédacteur en chef du journal L'Humanité. Hein, le journal L'Humanité, entre 14 et 17, appelé à faire la guerre, à construire toujours plus de munitions, à fabriquer toujours plus d'armes pour s'attaquer aux Allemands. C'était ça aussi, c'est ce qu'on appelait les socialistes de guerre en 1914-1917. Et Pierre Renaudel, qui devient minoritaire, anime un petit journal qui s'appelle La Vie socialiste. Les centristes ont un journal, c'est pacifiste modéré, qui s'appelle Le Populaire, qui est lancé le 1er mai 1916, et qui va avoir une postérité extraordinaire, puisque ça va devenir le journal officiel du Parti socialiste à partir de 1921, pendant des décennies. Et à l'origine, c'est un journal de tendance. Et ils s'organisent, ils ont ce qu'ils appellent pendant la Première Guerre mondiale le Comité pour la défense du socialisme international. Et aujourd'hui, on en est qu'au balbutiement d'une connaissance réelle de l'implantation, du poids, de l'audience de ce groupe-là. On n'en sait que les conséquences, c'est le moment des votes dans les congrès nationaux, où ils présentent une motion, et ils sont majoritaires, ils sont minoritaires, mais voilà, ils arrivent à se compter à ce moment-là. Et à côté, effectivement, il y a cette tendance de la gauche socialiste, mais c'est un peu réducteur, puisqu'il y a y compris des syndicalistes révolutionnaires, de très nombreux cheminots, des enseignants, des métallurgistes, qui sont présents dans ce comité. Et c'est un comité qui n'est pas une anecdote, puisque, pour dire rapidement les choses, Annick Rigel, qui a fait donc l'œuvre pionnière dans la naissance du Parti communiste, où elle n'est pas dans la caricature stalinienne, elle va dans les détails, donc c'est une thèse, et qui est publiée sous une forme réduite chez Gallimard, en 1964. Elle lance un chiffre pour la première fois, et elle dit, sur le mode interrogatif, est-ce que c'est bien vrai qu'ils étaient qu'une centaine dans cette tendance de gauche? Et cette forme interrogative, les historiens, pendant très longtemps, vont la transformer en une affirmation. Tant et si bien que par exemple, il y a un livre de Stéphane Courtois en 1995 sur l'histoire du Parti communiste, où il dit, sur le mode affirmatif, oui, c'était un petit groupe, ils étaient une centaine. En 1997, encore, on le lit dans un livre de Jacques Kergoat, il parle du minuscule groupe
du comité de la Troisième Internationale. Et en fait, dans les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'ils n'étaient pas une centaine, ils étaient des milliers. Vous aviez un groupe à Angers, par exemple. Vous aviez, dans le Nord, ils avaient un journal de tendance qui s'appelait Le Prolétaire et qui va devenir le premier journal de la Fédération communiste du Nord. Il y a eu dans le Finistère, le premier journal de la Fédération communiste du Finistère, c'est un journal de tendance qui s'appelait le Germinal de Brest, et la souscription a été faite par cette tendance de gauche, qui était le comité de la Troisième Internationale, souscription lancée en novembre 1920, avant même la naissance du Parti communiste. Donc voilà, ces tendances-là vont être fondamentales, puisqu'elles vont aussi, au moment de la scission du congrès de Tours, il va y avoir un accord entre deux tendances. La tendance des pacifistes modérés dont je parlais, et puis ce courant de gauche socialiste, pour aller vite. Et cette association-là qui va être à la base de la naissance du Parti communiste, et puis de tous les aléas et des conflits qu'il va y avoir jusqu'en 23-24, de façon assez nette, et qui vont être aussi consubstantiels à ce qu'est la culture du Parti communiste pour des années. Parce que quand Marcel Cachin il vient au Parti communiste en 1920-21, il a déjà 30 ans de vie politique. Il a 30 ans de vie politique. Et ceux sur lesquels vont s'appuyer d'ailleurs l'internationale communiste, dans les années 20 et le début des années 30, c'est qui? C'est les jeunes. C'est les jeunes parce qu'ils n'ont pas de culture politique qui est assise avec des certitudes. Ce sont des jeunes en formation qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais qui veulent en découdre, qui veulent être formés, et ils vont s'appuyer sur ces jeunes-là pour construire le Parti communiste et l'orienter dans une certaine direction. Et les tendances, c'est si important à l'époque que vous avez des journaux encore à l'heure actuelle qui sont des journaux de tendance. On ne l'imagine pas parce que c'est des journaux d'organisation. Le journal de la CGT. Alors aujourd'hui on l'appelle la Nouvelle Vie ouvrière. En 1919, 1920, même avant, c'était un journal de tendance. C'était le journal des syndicalistes révolutionnaires autour de Pierre Monat, d'Alfred Rosmer, et il menait la bataille au sein de la CGT pour combattre toutes les politiques de collaboration de classe qu'il y avait au sein de la CGT, avec Léon Jouot depuis 1914-1915, et ce qu'ils appelaient la trahison de la CGT, qui était censée être l'organisation révolutionnaire par essence, selon la tradition anarcho-syndicaliste. Et en réalité, ils se sont aperçus, c'est que la CGT s'est effondrée en termes d'orientation pour se rallier dès l'enterrement de Jaurès, début août, Jaurès qui meurt le 31 juillet 1914, début août, Jouot qui fait tout un discours en disant nous on va défendre la patrie, on va défendre la patrie. Et le Parti socialiste va pas être mieux, puisqu'il va dès 14 voter les crédits de guerre pour affronter l'Allemagne. Voilà. Il y a aussi un autre journal de tendance qui va avoir une portée aussi, qui existe encore, c'est l'Avant-Garde. Le journal de l'Avant-Garde de la jeunesse communiste est au tout début un journal de tendance. C'est le journal de l'Internationale communiste des jeunes, et avant qu'il y ait une majorité aux jeunesses socialistes fin octobre 1920, le journal de l'Avant-Garde existe déjà. Et c'est y compris un journal donné par les militants les plus actifs du comité de la Troisième Internationale, puisque le dépôt de nom a été donné à la préfecture de Paris en novembre 1919. Et que c'est un nom qui était un titre de journal, d'ailleurs, qui devait faire concurrence au journal L'Humanité, à une période où ils pensaient qu'il y aurait une scission sèche et brutale dans le Parti socialiste, et qu'il fallait immédiatement avoir un journal de remplacement, un quotidien de remplacement, face au journal L'Humanité. L'histoire nous a raconté que, effectivement, ça s'est passé autrement, et que l'Humanité a été conservée par les fondateurs du Parti communiste, mais c'était un des projets qu'ils avaient à l'époque. Et puis ce que je voudrais dire, juste pour terminer sur cette période-là, c'est que dans le mouvement ouvrier, il y a une tradition qui est à mon avis un peu caricaturale, où on dit, voilà, il y a deux courants, il y a deux branches dans le mouvement ouvrier. Il y a le mouvement révolutionnaire, il y a les révolutionnaires et il y a les réformistes. Et à cette époque-là, effectivement, ces deux courants pouvaient exister, puis se sont exprimés. Ils avaient des points de vue divergents qui s'exprimaient dans différents journaux, notamment dans le journal L'Humanité. Mais ce que les premiers communistes aussi ont mis en évidence, c'est qu'il y avait un courant qui était vraiment intermédiaire et qui se parait de toute une phraséologie révolutionnaire,
Ils faisaient référence à Karl Marx, par exemple dans le journal Le Populaire, ils font référence à Karl Marx, ils flétrissent l'impérialisme, ils se réfèrent en permanence à Engels, et puis en même temps, quand on voit leur pratique, par exemple, le programme d'action du Parti Socialiste d'avril 1919, ils sont juste pour un ripollinage de l'État français, avec notamment, par exemple, la décentralisation. Mais l'idée de la rupture des institutions dites bourgeoises à l'époque, c'est quelque chose qui n'est pas du tout envisagé par ce courant-là. Et le Parti Socialiste, avant 1914, était un parti qui était... il y avait un entrelacement des courants révolutionnaires et réformistes. Révolutionnaires, on va caricaturer, hein, autour de Jules Guesde, Édouard Vaillant, Gustave Hervé aussi, et puis des réformistes plus, voilà, qui étaient ministérialistes, hein, ou à tendance ministérialiste, et, notamment Jean Jaurès. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient contre la participation ministérielle. Alors ça va faire écho peut-être avec des choses d'actualité, mais ministérielle dans le sens où on n'est pas là pour gérer le capitalisme, avec un gouvernement qui va gérer le capitalisme. Donc on était dans ce sens-là à l'époque contre le ministérialisme. Et déjà à l'époque, dès 1900, ils considèrent qu'il y a des cas de figure exceptionnels où on peut concevoir le ministérialisme. Et ce qui va expliquer que quelqu'un qui est révolutionnaire, un grand révolutionnaire comme Jules Guesde, va être ministre d'État en 1915, dans le plus grand, en accompagnant le plus grand désarroi des militants qui se référaient à lui. Et tous ceux qui étaient dans ce courant révolutionnaire autour du Parti ouvrier français dans la fin du 19e siècle, et qui vont créer, avec Jaurès et d'autres, le Parti socialiste en 1905, ils comprennent plus rien. Ils sont tombés dans le nationalisme, ils sont dans la collaboration à travers l'Union sacrée, et il y a un reclassement politique qui s'accélère, et c'est en ça d'ailleurs que la fin de la Première Guerre mondiale et la période 1918-1924 est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a un reclassement politique et qui va durer, et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Merci.